Mon invitée du jour est une Guadeloupéenne, ancienne championne de France, experte en communication, qui évolue aussi bien dans la sphère du business que dans le monde associatif. J'adore les associations, je trouve que ça a beaucoup à offrir sur nos territoires. C'est vraiment grâce à mes initiatives associatives que j'ai pu développer mes compétences parce qu'il y a moins ce poids d'erreur. Elle a monté un centre de formation et espace de coworking au cœur de l'une des plus grandes zones d'activité en France, alors qu'elle n'avait pas les moyens suffisants pour financer son projet. Effectivement, l'aventure entrepreneuriale, on n'arrive pas avec un centre de formation de seul coup. Il y a beaucoup d'étapes à suivre. Et c'est vrai que c'est mon mindset de sportif qui m'a permis de tenir sur toutes ces années. On ouvrit les armes. Loïc et moi, on tient peut-être 2 mois et on se regarde. Et on se dit, ah ouais, on va pas faire tourner un centre de formation, espace de coworking, mise à disposition de bureaux, domiciliation d'entreprise. Et on était à 2. Donc Loïc commence à me dire, il faut qu'on commence à salarier. Mais encore une fois, chaque étape, tu as peur. Tu as peur de l'inconnu. Donc je dis, tu es sûr qu'on peut salarier? Non, je ne paye pas. Comment on va salarier quelqu'un? C'est quelqu'un à qui je tiens énormément, une amie qui a su me booster et me faire confiance pour développer son activité alors que j'étais en pleine période de doute, et j'espère que vous saurez apprécier cet épisode. Ça faisait des mois que je disais à Flo que j'aurais aimé qu'elle soit mon agence de marketing parce que j'avais une ancienne agence. Je n'obtenais pas les résultats et je n'arrivais pas que je voulais. Et là, je commence à lui répéter tout le temps, tu veux ton agence marketing? La fille me dit non, elle n'a pas que ça à faire. J'avais peur de prendre cette responsabilité-là. Et aussi, j'étais dans une période entre 2023 ou 2024 où j'étais en plein questionnement. J'avais vécu des choses difficiles. J'avais des doutes sur mes capacités. Maintenant, ça a donné un nouveau souffle à Ereza. On voit de manière très palpable les résultats. Aujourd'hui, toutes les formations qu'on a atteignent leur objectif. L'ancienne agence m'encourageait à augmenter les budgets de publicité. Aujourd'hui, on est exactement sur le même budget publicité avec des résultats, j'allais dire 5 fois, mais je crois pas que ce soit 5 fois. Je crois que c'est 10, plus de 10 fois plus élevé, grosso modo. De Solo à CEO, c'est le podcast qui t'aide à bâtir une entreprise solide et rentable sans t'épuiser. Je te vois déjà venir. Tu te dis peut-être que je te vends du rêve, mais crois-moi, l'entrepreneuriat n'était pas du tout une évidence pour moi. Personne dans ma famille n'était entrepreneur. Je me suis lancée avec 0 € en poche, plus de 40 000 € de dettes étudiantes à rembourser et aucune idée de la façon dont on construit une activité pérenne. Vraiment, c'était très mal parti. Mais tu sais quoi? La seule chose qui comptait pour moi, c'était d'impacter le monde sans avoir à sacrifier ma liberté. Alors je me suis mise au boulot et j'ai essayé. 8 ans plus tard, dont une bonne partie a galéré, j'ai bâti plusieurs entreprises prospères. Je vis aujourd'hui ma vie idéale entre le Sénégal, mon pays d'adoption, et la Martinique, mon île natale. Et surtout, j'ai le privilège d'accompagner chaque jour des chefs d'entreprise comme toi à structurer leur activité, générer plus de cash et scaler sans s'épuiser. Si tu veux une entreprise performante qui grandit avec toi et pas contre toi, tu es au bon endroit. Chaque semaine, je te partage les stratégies éprouvées de ma méthode secrète, la méthode MMTT, celles que j'applique dans mes propres entreprises et celles de mes clients, ainsi que des témoignages inspirants d'entrepreneurs qui ont su passer au niveau supérieur. Installe-toi confortablement and let's work, my dear! Je suis tellement contente de pouvoir te recevoir, même si on se parle tous les jours. Mais là, notre audience va pouvoir avoir le plaisir de t'entendre directement et de bénéficier justement de ton expérience, qui est quelque chose que j'ai le privilège d'expérimenter au quotidien. Voilà. Donc, je la partage avec vous aujourd'hui, mais profitez-en parce que ça va pas durer longtemps. Après, ça redevient ma maillot que je garde dans un petit coin. Ou pas, vu ce qu'il y a de prévu ces temps-ci dans ta vision pour le futur. À mon avis, on va t'entendre de plus en plus parce que ça fait plusieurs années que tu travailles, je dirais pas dans le secret, mais tu travailles
t'es focus sur tes objectifs. Et c'est vrai que tu prends pas souvent la parole pour parler vraiment des détails de ton expérience, de ton expertise. Mais aujourd'hui, je veux vraiment qu'on plonge dans ton univers et qu'on découvre justement qui est Maëlle Félix-Henry, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment avec tous les différents projets qu'elle mène de front. Et puis que tu puisses nous partager un peu tes conseils en tant que dirigeante qui est passée de salarié, même pas, avant ça, athlète, salarié, solopreneur et maintenant CEO. Je pense que ça va être une conversation hyper enrichissante. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. C'est vrai que je suis très pudique sur mon expérience et toutes les différentes étapes, mais c'est un exercice qui est aussi très sympa à mener puisque effectivement ça, j'espère, hein, permettra à certaines personnes d'avoir des tips, des astuces pour gagner du temps dans le montage de projet. Et en ce sens, du coup, j'accepte volontiers de me prêter au jeu. Ça va être trop fun. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, parce que c'est vrai que en Guadeloupe et même aux Antilles, tu as quand même une personnalité qui est connue de par ton parcours, non seulement dans le domaine sportif, mais ensuite dans l'entrepreneuriat avec ton centre de formation IRESA. Mais pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, notamment mon audience en Afrique, présente-toi un peu, raconte-nous qui est Maëlle Félix-Henry et comment est-ce qu'elle elle en est arrivée aujourd'hui à ce stade de chef d'entreprise qui s'épanouit et qui développe ses différents projets. Alors, par où commencer? Ça, c'est vraiment une grande chose. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, je suis une femme globalement passionnée parce qu'effectivement, depuis l'âge de 5 ans, j'ai fait un seul et unique sport qui a été l'escrime. Et je l'ai mené de fond en comble en tant qu'athlète pendant plus de 13 ans, puisqu'effectivement, j'ai arrêté au moment du bac l'escrime. À l'époque, à mes 5 ans, j'étais la plus jeune athlète à voyager. J'étais parmi les grands et tout, la petite de côté qui venait en compétition, etc. Mais en tous les cas, euh, je tiens à dire que c'est une expérience, le sport, qui a forgé mon caractère et a fait de moi la chef d'entreprise que je suis aujourd'hui, puisque je fais énormément de parallèles d'ailleurs entre le sport et l'entrepreneuriat parce qu'il y en a énormément, mais vraiment énormément. Euh, Qu'on parle d'endurance, de persévérance, de mindset, tout ça, ce sont des fondamentaux que j'ai appris grâce au sport. Et c'est vrai que j'en suis très fière parce que effectivement, l'aventure entrepreneuriale, on n'arrive pas avec un centre de formation de seul coup, d'un claquement de doigts. Il y a beaucoup d'étapes à suivre. Et c'est vrai que c'est mon mindset de sportif qui m'a permis de tenir sur toutes ces années et qui font qu'aujourd'hui, je savoure de plus en plus le business que j'ai lancé. Et j'en suis très fière d'ailleurs. Alors, Et donc, j'ai une question par rapport à ça parce que quand même, c'est une grande partie de ta vie, ça a été l'escrime, où tu as dû développer vraiment des compétences physiques et mentales exceptionnelles. Mais comment on passe justement, comment on fait le saut entre athlète à maintenant entrepreneur? Mais fais-nous le rapprochement entre les deux parties de ta vie, si on peut dire ça. alors, déjà, l'escrime a plein de parties de ma vie. On va être honnête, parce que j'ai été athlète de haut niveau, je suis championne de France de l'escrime, mais je n'ai pas eu que cette casquette. Je n'ai pas eu que cette casquette d'athlète, en fait. Ensuite, quand je suis partie faire mes études, je suis restée 2 ans en LMB pour du sport, parce qu'effectivement, je ne pouvais pas, en tous les cas, je n'avais pas trouvé en tant qu'étudiante la possibilité d'allier le sport et mes études. Je n'avais pas trouvé cet équilibre, donc pendant quasiment 2 ans, je n'ai pas fait d'escrime. Mais pour autant, dès que je rentrais en vacances en Guadeloupe, je retournais en salle et je m'entraînais parce que une de mes grandes chances, c'est que mon entraîneur, qui m'a d'ailleurs mené jusqu'au championnat de France, c'est mon parrain. Donc, du coup, dès que je rentrais en Guadeloupe,
Ben, mon parrain me disait, viens, on va s'entraîner, on va sway. Sway, ça veut dire transpirer. Donc, on va, en fait, en réalité, s'amuser en faisant du sport. Et donc, du coup, sur ces 2 ans, j'ai eu quand même la possibilité à chaque vacances, puisqu'il faut savoir que chaque vacances, vu que je faisais des jobs étudiants, chaque vacances, je revenais en Guadeloupe. D'accord. Et ça aussi, hein, j'ai envie de dire que les jobs étudiants font clairement aussi de moi la chef d'entreprise que je suis, parce que j'ai expérimenté des fonctions de commercial, j'ai expérimenté des fonctions d'animatrice commerciale. J'ai été commerciale, animatrice commerciale, j'ai distribué des prospectus, j'ai fait de l'inventaire, etc., parce que je voulais vraiment soulager mes parents du fait que j'ai envie d'entrer chaque vacances en Guadeloupe. Et Mhm. donc, du coup, j'ai fait ça pendant mes études. Quand je suis rentrée en Guadeloupe, bah, j'étais maman. Je venais d'être maman, j'avais 22 ans, avec un diplôme en poche, ma licence en information et communication. Et l'inscrit m'a, encore une fois, pris de cœur, dans la tête. C'était vraiment, quand je parle de passion, c'est vraiment une réalité. Et donc, du coup, j'ai commencé à entraîner. Ok. Ensuite, je suis rentrée, donc je suis éducatrice sportive d'esprit, avec les diplômes qui vont avec, hein. Donc j'ai entraîné, tu vois, il y a des choses à Non, découvrir, hein. mais je découvre des choses là. Tu sais, je connais beaucoup de chapitres de ta vie, mais au fur et à mesure, tu me sors les cartes secrètes, tu vois. En mode, est-ce que tu savais que Oui, j'avais un diplôme d'éducatrice sportive d'esprit? oui, Absolument je pas, tu suis, confonds. je suis éducatrice sportive d'esprit. Donc j'ai entraîné pendant 5 ans des jeunes et j'ai eu le plaisir d'en amener aussi à mon tour au championnat de France. Waouh, Euh, ouais, ça c'était un accomplissement ça c'est incroyable parce tout que quand seul. toi, vraiment, c'est comme si tu fais une boucle. Et donc, et en parallèle d'être entraîneuse, ben, j'avais une fonction au sein de la Ligue d'escrime de la Guadeloupe, qui est clairement une des choses qui ont été un déclic en termes d'initiative, d'esprit d'entrepreneuriat. Donc, en fait, au sein de la Ligue d'escrime de la Guadeloupe, j'étais responsable de communication et j'étais d'ailleurs la plus jeune membre du conseil d'administration de la Ligue d'escrime de la Guadeloupe. Wow. Et donc, j'ai effectué cette fonction pendant un petit peu plus de 5 ans. Et donc, en tant que responsable de communication, j'ai fait venir l'équipe de France d'épée qui, pour la première fois, s'entraînait dans le cadre des Jeux olympiques de Rio à l'époque, en Guadeloupe. J'ai fait venir l'équipe de France de fleuret également. Et ça, c'était des choses qui m'ont poussé à avoir des esprits d'initiative. On avait à cette époque un super président que je salue d'ailleurs, Harry Lefort, qui me faisait pleinement confiance et qui me disait, vas-y, vas-y, je te fais confiance. Quelles que soient les initiatives que tu as apportées, je te fais confiance, ta carte blanche. Et donc, ce monsieur m'a mis en relation avec des partenaires. C'est comme ça que j'ai commencé à côtoyer les institutions publiques, donc la région, le département, les responsables même de Corsair, des Caraïbes, donc de rencontrer des acteurs clés dans l'univers qui aujourd'hui, que je côtoie aujourd'hui au travers de l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que je dis que l'escrime m'a tout appris et que je parle beaucoup de l'escrime quand je parle d'entrepreneuriat c'est parce que j'ai été responsable de communication de la Ligue d'escrime que j'ai pu commencer à avoir mon carnet d'adresses. Je côtoyais, enfin, mes meilleurs amis, c'était les journalistes. Bon, journalistes sportifs, certes, mais les journalistes, c'était mes meilleurs amis. J'étais au téléphone tous les jours, quasiment, avec les journalistes, puisque au-delà de quoi, je m'occupais des relations presse. Euh, Mais c'est quand même super intéressant parce que quand tu annonces ton titre responsable de communication, tu faisais des choses bien au-delà quand même du rôle d'une responsable de communication parce que tu faisais de l'organisation événementielle. Tu avais vraiment en oui, fait cet esprit intrapreneuriat au sein de la Ligue d'escrime où tu avais carte blanche pour faire ce que tu avais envie de faire en fait pour élever l'escrime en Guadeloupe plutôt que juste la Ligue en elle-même. ben, bien sûr, puisque en fait, cette notion de passion déploie les champs des possibles, c'est-à-dire qu'on on s'arrête plus à notre simple fonction. On a envie de toujours en faire plus, puisque
À ce moment-là, effectivement, ben, j'étais éducatrice sportive d'escrime, mais au-delà de quoi, j'avais tous mes amis d'armes, comme on les appelle, qui perforaient au haut niveau. Donc, Yannick Borel, Israël Ratsibus, euh, Mélissa Gorham, enfin, Enzo Lefort, tous les athlètes qui aujourd'hui ont une place sur la scène internationale au niveau de l'escrime, ben, ce sont mes amis que je côtoyais à l'époque où moi je m'entraînais. Et donc, du coup, ben, c'était naturellement que je suivais leurs résultats et que je prenais plaisir à le relayer au niveau médiatique, puisque j'étais passionnée encore une fois. Donc, le champ des possibles, enfin, je me limitais pas à mes fonctions. En plus, n'oublions pas que finalement, j'étais pas salariée, j'étais bénévole. Donc, en fait, c'était mon bon vouloir qui s'expérimentait. Et moi, j'ai quelque part, sans le déterminer, ça me permettait en fait, moi, d'enrichir mes compétences professionnelles. Parce que bien que ce soit dans le cadre d'une association, puisque la Ligue étant une association, ben, j'ai développé énormément de compétences professionnelles. Et ça, je le faisais totalement gratuitement pendant plus de 5 ans. Bon, après, je suis devenue prestataire à un certain moment quand j'ai ouvert ma première Quand même. structure de la Ligue d'Escrime. Mais ça squeezait toujours avec le côté bénévole parce que ben, j'en faisais toujours plus que ce qui était prévu en termes de prestations. Parce que, encore une fois, la passion, l'amour euh, de l'escrime, l'amour de ceux qui m'ont apporté, les maîtres d'armes qui m'ont suivi, les personnes qui me faisaient confiance, les parents qui me faisaient confiance parce que il y avait autant de parents qui attendaient qu'on puisse parler des résultats de leur enfant, qui attendaient que leur enfant soit convenablement accompagné. Et donc, du coup, ben, je faisais par passion et par amour pour ma discipline. Je vous en parle avec un peu de frisson parce que Uh-huh, c'est moi aussi. Moi aussi, j'en c'est ai vraiment parce que quelque chose. c'est vraiment intéressant parce que souvent dans le podcast, on parle des 4 piliers de la méthode que j'utilise avec mes clients. Et le premier pilier, c'est le côté mission. Mission, c'est ton pourquoi. En fait, ton pourquoi, ce que tu veux accomplir, la chose qui t'anime en fait au fond de ton cœur. Et je suppose que bien après, tu as découvert à quel point c'est important quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat pour pouvoir tenir le cap, l'importance de la mission. Mais ce qu'on découvre vraiment, c'est comment l'amour de l'escrime et de ton peuple et de la jeunesse aussi t'a permis de mettre en place plein de projets hyper impactants, même si au début, pendant plusieurs années, ce n'était pas quelque chose que tu faisais pour de l'argent en fait. C'était vraiment la passion qui te menait à développer ces projets-là. Et je trouve ça vraiment beau. Et parce que je te connais, on va en parler, je vois un motif qui revient avec ces amours ou ces passions que tu développes et comment justement tu arrives à fédérer et à créer autour des choses qui t'animent et qui te passionnent. Donc justement, ce qui s'est passé par la suite, il me semble, c'est que tu as commencé par là, mais après, il y a eu ta première structure qui a été créée, tu vas nous en parler, et de nouvelles passions qui se sont dévoilées à toi. Donc, raconte-nous un peu la suite de l'aventure, justement. Donc, justement, ben, corrélation toute faite à donc mes années en tant que responsable de communication de la Ligue d'escrime de la Guadeloupe. En parallèle, j'étais salariée à ce moment. Euh, et dans mon poste de salarié, j'avais vraiment la sensation que j'arrivais à mes limites, en fait. Puisque, contrairement à la Ligue d'escrime, où là, je pouvais vraiment déployer plein de choses, là, j'étais toujours soumis à des obligations, à des restrictions budgétaires, etc. Donc, le champ des possibles n'était pas permis, pas faute de mes anciens employeurs, mais c'est tout simplement parce que la structure économique n'était pas suffisamment fiable pour aller plus loin. Donc, du coup, ben, j'ai démissionné de mon CDI parce que je me rendais bien compte que finalement, euh, il fallait que je passe à autre chose. Et sur cette période où j'ai démissionné, j'ai lancé donc Communion Associative, qui est ma première structure qui a aujourd'hui 8 ans. 8 ans, Communion Associative. Ouais, non, c'est incroyable. Quand je regarde, je me dis, mais quand même, hein,
8 ans de Communion. Communion, donc, a pour objectif d'accompagner et de développer des structures associatives parce que, en fait, tous les parallèles étaient créés. J'étais salariée d'une association, j'étais bénévole dans une autre association et en fait, je connaissais les associations sur le bout des doigts. Surtout que, sans rentrer dans les détails, mais durant toute cette période de salarié et de bénévole, j'avais des demandes de prestations que je faisais comme ça. Bon, on me demande de faire un truc, je le fais, tu vois. Et prenais des petits défraiements totalement ridicules. Et je me suis dit, mais attends, les gens me sollicitent tout le temps pour leur aider sur leur association. Je connais les associations, j'ai monté des dossiers de subvention, j'ai monté des dossiers de présentation. J'ai fait tout ça. Tout ce qu'on attend d'une association, je l'ai fait. Donc, du coup, j'ai professionnalisé réellement ce qui était une passion. Et donc, j'ai créé Communion Associative il y a 8 ans. Et Communion, bien que j'en parle moins aujourd'hui parce que ça roule quasiment sur des roulettes, mais effectivement, c'est une activité aussi coup de cœur parce que ben, j'adore les associations. Je trouve que ça a beaucoup à offrir sur nos territoires. Ça a beaucoup à offrir aux jeunes parce que, à mon exemple, c'est vraiment grâce à mes initiatives associatives que j'ai pu développer mes compétences parce qu'il y a moins ce poids d'erreur qui est fait, contrairement que quand on est salarié où l'épée de Damoclès sur la tête parce que si tu te trompes, ton employeur, il peut te virer. Moi, je suis bénévole, je peux dire oui, je peux dire non, mais en tous les cas, j'ai le droit à justement cette notion d'erreur. Et donc, c'est vrai que j'encourage d'ailleurs les jeunes à se lancer dans des associations parce que ce sera ce qui ne vous est pas payé numérairement, vous les payez en expérience. Et l'expérience, c'est ce qui permet d'aller plus vite dans nos initiatives, que vous soyez salarié ou entrepreneur. Donc, inscrivez-vous dans des associations, faites vos preuves dans des associations, vous allez énormément apprendre. Souvent, dans les associations, il y a des personnes beaucoup plus âgées. En tous les cas, moi, dans celles que j'ai fréquentées, j'étais que avec des personnes qui pouvaient être mes mamans ou mes papas, en fait. Et donc, du coup, ben, je prenais de l'expérience qu'eux, ils possédaient déjà parce qu'ils avaient 30 ans de plus que moi. Donc, c'est vraiment des super expériences et il ne faut pas lésigner de vous appliquer dans une association. Donc, moi, j'ai créé aussi Communion pour accompagner les structures associatives. Aujourd'hui, alors au début, on avait tout un catalogue de prestations avec de la communication puisque j'en faisais. C'était quand même mon métier de base, de la formation, de l'ingénierie de projet. Mais aujourd'hui, Communion, c'est essentiellement de la formation des acteurs associatifs parce qu'aujourd'hui, ben, c'est le domaine dans lequel j'excelle le plus et que j'ai plus de facilité à déployer. Donc, je fais un peu de consulting, mais surtout beaucoup de formation des associations. Et d'ailleurs, c'est possible grâce à mon superbe espace que je possède, qui s'appelle IRESA, qui est donc un centre de formation. Du coup, le gros morceau qui vient après, c'est donc IRESA, qui est un centre de formation. Et je veux vraiment qu'on parle de la transition de solopreneur, qui étaient des projets que tu menais avec Communion Associative vraiment seul, à IRESA, qui est, pour ceux qui ne comprennent pas, il faut que je vous explique. IRESA est un centre de formation qui a été monté par 4 jeunes Guadeloupéens, ok, les associés de Maël et Maël, qui se situe à Jarry, en Guadeloupe, qui est la 3e zone d'activité en France. Pas en Guadeloupe, pas dans la Caraïbe, en France. Tu pèses quand même, hein? Tu passes de je suis toute seule à faire mes affaires à j'ai 3 associés et on monte un méga projet dans la zone d'activité du pays. Like, il faut que tu m'expliques. Il faut que tu m'expliques la transition. Ça s'appelle la vision. Ça s'appelle clairement la vision parce que quand j'ai lancé Communion Associative, j'ai compris que je pouvais réellement toucher énormément de personnes parce que je touchais énormément de personnes. C'est-à-dire que à l'époque, je faisais des ateliers et avant le Covid, bien avant le Covid, et je remplissais des salles de 50 personnes
soit 25 associations, puisque j'avais un système qui faisait que je voulais absolument former 2 personnes du bureau, enfin 2 personnes par association. Donc, je réunissais 25 associations, 50 personnes dans une dans une salle que je trouve très petite aujourd'hui, puisque comme j'ai un très grand espace, donc aujourd'hui, je me dis, mais c'est incroyable comment je réussissais à remplir des salles comme ça. Mais en tous les cas, voilà, je faisais un atelier par mois. Ensuite, j'ai voulu aller plus loin parce que je me rendais compte que les acteurs associatifs adoraient ce que je proposais, mais on commençait à se limiter parce que ils pouvaient pas financer tout le temps les actions de formation que je proposais. Et je me dis, mais attends, tu peux pas me dire que j'ai des super produits, que mon public est d'accord pour acquérir mes prestations, mais que je manque de système pour leur proposer un moyen de financement. Donc, du coup, c'est comme ça que je me suis intéressée à l'univers de la formation professionnelle parce que en réalité, les ateliers étaient déjà des formations, hein. En plus, j'avais vraiment beaucoup de procédures pour mener à bien mes ateliers. On avait déjà des feuilles d'émargement, on avait déjà des programmes, on avait déjà vraiment des contenus finalement qui sont hyper pédagogiques puisque mon oncle était formateur et donc m'a donné les bases indirectement de la formation professionnelle. Et donc, mon tonton Alain a été aussi une personne qui m'a poussé réellement à toujours bien faire les choses. Parce que quand je commençais au démarrage, quand on commençait les ateliers, il me disait, oui, mais tu as oublié de faire ça. Et comment tu vas savoir si les gens sont satisfaits? Il faut que tu fasses ce formulaire de satisfaction. Donc, j'avais le avant formation, pendant formation, après formation, Wow. etc. Donc, j'avais déjà une méthodologie de formatrice sans être formatrice. Et donc, du coup, je suis allée me former métier de formateur. Ma fille, à l'époque, rentrait au CP et moi, je rentrais à nouveau sur les bancs de l'école pendant 1 an. Wow. En tant que maman Et solo, on précise. en tant que maman solo, d'entrepreneur solo, de tout solo à cette époque. Et en fait, j'ai fait une réunion avec ma maman et mon papa. Je leur ai dit, écoutez, je vais rentrer en formation. Je veux absolument devenir formatrice. C'est la suite logique pour que je puisse justement développer communion associative parce que à l'origine, c'était ça mon soin, de développer communion associative. C'était ça, le plan d'origine. Et donc, ils me disent, OK, qu'est-ce que tu as besoin? Mais en fait, il y a des périodes où je pourrais peut-être pas récupérer Jaëlys. Ma fille, mon aînée s'appelle Jaëlys. Il y a des périodes où je serai en examen, donc je leur explique un peu le programme et ils me disent, OK, on t'accompagne. Mes parents m'ont toujours dit, OK, on t'accompagne. Franchement, C'est beau, ça. je sais même pas si je leur dis c'est vraiment le choix en vrai parce que je vais dire, OK, voici le plan d'action. Donc, de toute façon, ma détermination a fait que, ils suivent quoi. Mais à ce niveau, merci maman, merci papa parce que c'est vrai que, ouais, ça, c'est important. C'est important. Merci aussi à mes copines du moment parce que elles aussi, elles comprenaient. Et me disaient, mais ta fille rentre au CP, tu vas faire ça? OK, on va t'aider. Donc, j'avais vraiment un entourage en béton autour de moi et de mon enfant. Et c'est ce qui m'a permis de tenir cette année qui était clairement difficile, hein, parce que j'apprenais à ma fille à lire, à écrire, à compter, pendant que moi, je suivais une formation, sachant que cette formation de formateur est une des formations les plus lourdes en termes, ouais, elle est très, très lourde, cette formation. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ça. Wow. Donc, tu as fait ça. Mais moi, je me projette déjà parce que c'est vraiment ce que j'ai observé, c'est cette boucle qui revient. Tu fais quelque chose, tu accomplis des choses extraordinaires et après, tu transmets. Mais j'anticipe trop, alors attends, raconte-nous la suite. Donc, après, une fois que je suis devenue enfin, pendant que je travaillais en fait, que je me formais au métier de formateur, tout le temps, on me donnait des TP et tout, et moi, je me projette déjà dans mon centre de formation parce que je vais jamais oublier. Le premier jour, on me dit, mais pourquoi, enfin, on se présente et tout. Moi, je me présente. Je dis, je suis Maëlle, je suis responsable de communication associative. Très hautaine. Là, je suis très, très, très hautaine à ce moment de ma vie. Mais il faudra me pardonner. J'avais moins de 30 ans. Bref.
hôtel ou déterminé, enfin, la frontière est fine, hein. Très, très fine. Donc, je dis, je suis Marie-Félix Henry, je suis responsable d'une association et puis je forme déjà. Mais qu'est-ce que tu fais là si tu formes déjà? Je sais que tous mes camarades de l'époque, c'est ceux qui se sont dit, hein. Et j'ai dit, et puis en plus, à la fin de la formation, je vais ouvrir mon centre de formation. Et ça, je l'ai verbalisé depuis le premier jour de la formation. Et dès qu'on m'a donné un TP, je travaillais sur mon centre de formation. Je détournais la consigne, mais c'était... Enfin, moi, de toute façon, je suis une indisciplinée dans l'âme. Donc, je détournais la consigne et je l'adaptais à mon centre de formation. Donc, je construisais durant toute la formation ce que je voulais faire à l'issue de la formation. Et donc, à l'issue de la formation, j'étais là, OK, je suis formatrice, on va faire le centre de formation, on y va et tout. Mais je me dis, mais il faut de l'argent pour faire un centre de formation. C'est pas que de l'expertise. Mais tu vas faire ça comment, meuf? Et là, je commence à me dire ça. Ah ouais, OK. Donc, je me dis, et à l'époque, je fréquentais quelqu'un qui était déjà dans le business. Et il me dit, mais il faut que tu trouves un associé et tout. Et je me dis, mais je ne me connais pas, je sais même pas techniquement qu'est-ce que ça va m'apporter. Mais j'écoute ses conseils et je me dis, OK. Donc, je commence à regarder toutes les personnes que je crois. Je me dis, est-ce qu'il peut être mon associé? Tu es en train de mener des entretiens informels, les gens sont même pas au courant qu'ils sont en train de postuler pour un rôle. Toutes les personnes que je rencontrais, je me demandais qu'est-ce qui pouvait m'apporter dans la vie. Toutes les personnes. Donc, je pouvais parler avec toi là et dans ma tête, je me dis, est-ce que tu peux m'aider? Alors que je voulais te rencontrer et que tu m'as rien demandé, tu vois. Et mon cerveau était en mode solution parce que j'ai un vrai projet, tu vois. Et c'est ce que je dis tout le temps. Bon, alors, je vais faire des ricochets avec ce que je fais aujourd'hui aux personnes qui font confiance à Elisa, c'est que à tout problème, à une solution, si vous préparez votre cerveau à trouver la solution. Parce que moi, je savais que je voulais ouvrir mon centre de formation. J'avais les compétences pour, j'avais le diplôme pour, j'avais commencé même, j'avais déjà fait plein de choses, des programmes, ce que je me proposais. Il y avait plein de choses de fait, mais techniquement, je n'avais pas les ressources financières pour le faire. Donc, je me suis dit, OK, il faut que je trouve des associés. En plus, j'ai quelqu'un qui m'a dit, il faut trouver des associés. Alors, je me dis, ben, on va trouver des associés. Très naïvement, je suis rentrée dans ça. Et puis, je rencontre mon premier associé lors d'une formation que j'animais. Donc, j'anime une formation. Et puis, je fais, il a l'air d'avoir une vision qui peut être intéressante avec. Ouais. Parce qu'il était dans l'économie sociale et solidaire. Et n'oublions pas qu'à l'époque, j'accompagnais les associations. Et l'économie sociale et solidaire, c'est donc ce qui régit aujourd'hui la plupart des associations. Donc, on appelle ça plus vulgairement l'ESS. Et donc, je me dis, mon premier associé qui donc s'appelle Loïc Plaider, et donc je me dis, bah, écoute, il a l'air de s'y connaître, il est calé. Donc, je lui dis, viens, on va monter un centre. Bon, je sais pas dit ça comme ça. Presque. À mon avis, c'était pas loin. Viens, on va monter un centre de formation. Et puis le gars, plus ou moins aussi fou que moi, il me dit, viens, on y va. Et puis on se redit encore. Quel argent. Donc, au moins, tu as trouvé un acolyte avec qui vous pouvez réfléchir ensemble à trouver l'argent. C'est ça. Et en fait, mon premier associé, c'est clairement ça. C'était, alors, la première personne à faire confiance à ma vision, la personne qui a été aussi un moteur pour oser vraiment franchir le cap. Parce que j'aurais franchi le cap, mais certainement plus lentement que si je n'avais pas rencontré Loïc. Et donc, Loïc a été vraiment ce boost supplémentaire parce que, en fait, j'avais à côté de moi quelqu'un qui en avait autant envie que moi. Donc, du coup, ben, ça stimule. Donc, une fois que j'ai rencontré Loïc, on a commencé à faire un business plan sur un centre de formation, toujours dans le côté associatif à l'époque. Donc, on fait un business plan et tout, machin. Et puis, on se rend compte qu'il faut vraiment beaucoup d'argent. Hein. On parle de plus de 200 000 euros. On se dit, OK, on les a pas, comment on va faire?
Donc, on se dit, bon, ben, il faut peut-être commencer à demander de l'argent à droite, à gauche, constituer un capital suffisant. Donc, on fait rentrer mon deuxième associé, euh, Michael Maragnès. Donc, il rentre. Et puis ensuite, on fait rentrer un troisième associé. Enfin, du coup, on devient quatre, qui est Yannick Bourret, qui est un de mes meilleurs amis. Et donc, du coup, on devient quatre à y croire, tous autant que l'autre. Et ça, clairement, c'est fantastique parce que avoir des personnes qui te font confiance, mais surtout qui croient autant que toi, c'est clairement ce qui permet, encore une fois, d'y aller plus vite. Donc, on s'est retrouvés à quatre dans ce projet. À la base, encore une fois, c'était une structure qui était censée accompagner les associations. Ben Covid. Covid. Ouais. Et là, Et c'est et marrant là, parce que il me semble que je te découvre. Le Covid est arrivé avant l'ouverture ou après l'ouverture? le Covid est arrivé au moment où on obtenait les financements. C'est-à-dire qu'on avait déjà fait, ça faisait quasiment 9 mois qu'on était en ingénierie financière. On était, le jour où nous a annoncé qu'on rentrait en Covid, on était peut-être à une semaine de la signature du prêt. Enfin, on était vraiment déjà dans les starting blocks avec la banque, etc. Et moi, je dis, Loïc, ça va passer le truc là. Donc, on continue à rester dans ça. On harcèle la banque parce que nous, il faut qu'on ouvre notre structure. On continue à chercher un local. Mais avec du recul, mais mon Dieu Seigneur. Mais en fait, personne n'aurait pu prévoir que ça allait Mais c'est durer, hein, ça, de c'est toutes une les période qui façons. était complètement indécise, donc c'était impossible C'est ça. à anticiper. Mais C'est malgré ça. tout, vous réussissez quand même à faire sortir le projet de terre. Et j'aimerais bien que tu me racontes un peu, ben, justement, cette transition. Il y a déjà l'aspect transition de solopreneur à CEO. Ben, tu étais en mode autofinancement, là, tu passes en mode je dois financer mon projet. C'est ça. Mais au-delà de ça, une fois que vous arrivez à dépasser ce premier challenge du Covid et à officiellement ouvrir les portes, c'est là où je te découvre justement sur Instagram, parce on est besties grâce à Instagram. Raconte-moi un peu la transition de devenir en fait CEO, gérante, présidente de cette structure physique. C'est ton lieu de vie. Il y a des gens qui viennent, tu as des équipes à gérer. Moi, c'est vraiment ce qui me fascine dans l'histoire parce que c'est une très grosse transition quand même. J'aurais bien aimé que tu me racontes Bah, alors, ça se comment fait ça pas s'est dans un seul claquement de doigts parce que, en fait, au démarrage, donc, effectivement, on ouvrit les arbres. Logiquement, on tient peut-être 2 mois et on se regarde, et on se dit, ah ouais, on va pas faire tourner un centre de formation, espace de coworking, mise à disposition de bureaux, domiciliation d'entreprise. Et on était à deux à faire. Et vous savez, quand vous ouvrez une structure, il y a un pic de personnes qui, en plus, là, on sortait du Covid. Donc, les gens ont soif de découvrir des choses, ils ont soif de sortir. Donc, on est là, on gère tout à deux. Clairement, il les années pas fait pour une personne. Donc, Loïc commence à me dire, il faut qu'on commence à salarier. Effectivement, dans le business plan, c'était déjà écrit. Mais encore une fois, chaque étape, tu as peur. Tu as peur de l'inconnu. Donc, je dis, tu es sûr qu'on peut salarier, mais on se paye pas. Comment on va salarier quelqu'un? Et donc, premier salarié, parce qu'il y avait des dispositifs pour aider les entreprises à avoir des personnes en alternance. Première expérience en tant que, en tant que employeur, bien que ce soit une alternance, mais c'était le début. Ensuite, on a eu une stagiaire pendant plusieurs mois qui est devenue notre premier salarié à temps plein. Donc, on s'est retrouvé avec 2 salariés. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai régulièrement un effectif de 2 salariés en attendant de croître encore, puisque normalement, d'ici la fin de l'année, nous sommes censés passer à 5, enfin de 3 à 5. Parce que je suis moi-même salariée, dirais ça.
Alors, moi, je veux qu'on en parle de cette transition-là parce que c'est souvent un des moments de panique des chefs d'entreprise que j'accompagne, surtout quand ils passent du stade de solo à CEO. Ce moment où tu deviens manager, ce moment où tu commences à déléguer, ce moment où tu dois manager, ce moment où tu dois gérer les êtres humains, ce C'est moment ça. où tu dois vraiment monter en compétence en tant que leader également de ton entreprise. Raconte-moi les difficultés, les challenges que tu as eu dans ce nouveau rôle. J'ai envie de dire que l'une des choses qui a été le plus simple pour moi, c'est de partager la vision parce que la vision elle était claire. Là où je voulais arriver, c'était clair et net. Donc, ça, c'est la première des choses que j'ai faites en ayant mes premiers salariés, partager la vision. Après, j'ai envie de dire qu'il y a eu beaucoup d'essais-erreurs parce que je n'avais pas justement réellement expérimenter ce qui était le management d'équipe. Donc, dans un premier temps, quand enfin tu peux souffler, parce que pendant des mois et des mois, tu as tout géré seul. Donc, quand enfin tu peux souffler, ben, tu te dis, allez, il va faire ça. Sauf que, ben, non, pas tout de suite, il faut pas. J'ai entendu un chef d'entreprise parler de ça dernièrement. Il disait, vous n'êtes pas en train de déléguer, vous vous débarrassez. Mais Déléguer et débarrasser, clairement, c'est pas la même c'est pas chose. la même chose. Et au début, je me débarrassais un peu des tâches pensant déléguer. Et c'est vrai que j'ai eu cette période d'amalgame dans les situations. Et ben, c'est parce que je me suis ratée sur ces parties-là qu'aujourd'hui, j'apprends à réellement déléguer. Mais ça coûte de l'argent, donc si on peut ne pas ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie, ça coûte des frustrations, ça coûte des malentendus. Donc, c'est vraiment important de s'y préparer un minimum. Je dis bien un minimum et j'insiste sur le minimum parce que ça reste une relation humaine. Et les relations humaines, ben, en réalité, ça ne se passe jamais totalement comme on l'a prévu. Parce que entre ce qu'on a planifié et la réaction que potentiellement aura l'autre, il y a avoir un gap. Donc, il faut rester quand même suffisamment agile du cerveau pour tenir compte de l'autre et de ses réactions, de ses émotions, de ses besoins. Pareil, moi, je tiens à être vraiment une chef d'entreprise humaine, mais très objective dans la façon dont je veux que les choses soient menées. Donc, mes salariés vont me dire, quand c'est cool, mais quand on est au boulot, on est clairement au boulot. Je travaille sur forme d'objectifs avec eux, mais je garde vraiment ce côté humain, c'est-à-dire que on mange régulièrement ensemble, on partage des moments chill aussi, parce qu'on reste quand même une petite entreprise, hein, à dimension totalement humaine, donc on mange régulièrement ensemble, on partage des prix de nos week-ends, comme ça. Je récompense énormément mes salariés pour l'engagement qu'ils ont vis-à-vis de moi, vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de la vision. C'est très important hein, parce que euh, ne soyez pas engagés vis-à-vis de moi, soyez engagés vis-à-vis de la vision. C'est très important, c'est différent. Parce que Maëlle, en fait, j'ai toujours dit ça dès le début, Ereza doit fonctionner avec ou sans Maëlle. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Pour moi, ce serait un total échec si Ereza ne dépendait que de mon énergie, ne dépendait que de ma vision. Donc, c'est pour ça que je tiens vraiment à imprégner et à faire comprendre là où je veux aller à mes équipes. Je dis mes équipes parce que j'ai mes salariés, mais j'ai aussi mon équipe pédagogique qui sont des formateurs consultants. Et ça, pareil, hein, je gère à peu près 8 formateurs consultants. Euh, euh, j'ai une formidable responsable marketing, on va pas nommer de nom. Voilà. Et ça aussi, c'est Une aussi, agence marketing où on était toutes les deux avant et puis maintenant j'ai moi-même mes équipes. Donc tu dois me gérer, mais je dois me gérer mes équipes et on se gère mutuellement. Donc c'est ça. Mais ça, aussi un challenge. c'est tout un challenge parce que ben, vous n'êtes pas sur place, mais vous devez comprendre ce qui se passe sur place. Vous devez comprendre quand on doit accélérer, quand on doit rétrograder.
et on doit être en totale harmonie. Et je pense que même si vous étiez sur place, c'est pas l'histoire de sur place. La question, c'est vraiment comment on vit l'entreprise en même temps. Et ça, c'est vraiment un challenge parce que du coup, en réalité, moi, je gère plusieurs écosystèmes. Donc, je gère mes salariés, je gère mes formateurs consultants, je gère l'équipe marketing, sans compter que je gère euh, mes apprenants, puisque je suis responsable pédagogique au sein de la partie formation, du centre de formation. Parce que aujourd'hui, même si je peux pas former énormément, mais j'aime cette casquette de formatrice. Je supervise tous mes formateurs. Je suis en salle avec mes formateurs. Je fais l'accompagnement des apprenants. Enfin, je suis dans la vie de la formation. Et c'est très important pour moi. Et donc, je disais tout à l'heure que d'ailleurs, la prochaine étape, ce sera le recrutement, puisque à un certain moment, il faudra que j'ai quelqu'un qui assure cette fonction de formateur, de responsable pédagogique. Et donc, je m'y prépare. Ça va, ça va être un challenge pour toi quand même de laisser cette partie-là parce que c'est quand même quelque chose qui te passionne beaucoup. Et en même temps, au fur et à mesure que le business se développe, tu peux pas continuer à gérer toutes ces parties-là, même si tu as envie d'être super présente. Mais je sais, de par notre travail ensemble, que tu dois être sur des tables de négociation, tu dois être en train de développer l'avenir de la boîte, la croissance, etc. Donc forcément, ce sera un passage qui va un petit peu piquer, mais qui est nécessaire si tu veux continuer de voir ta boîte évoluer. Et justement, je trouve que c'est super intéressant ce que tu disais par rapport au fait que tu as tellement de casquettes différentes et c'est la posture que j'essaie d'adopter quand on travaille avec nos clients pour le marketing, pour gérer leur campagne de marketing, c'est que des fois, on doit vraiment avoir ce rôle de traducteur où tu vas me dire, mais voilà ce qui se passe dans le centre de formation, voilà nos objectifs. Je dois traduire ça par des actions marketing qui permettent d'aller vers les objectifs, mais je dois également me mettre dans tes chaussures et comprendre en fait ta réalité parce que des fois, j'ai envie de te parler de 10 000 choses de notre campagne, etc. Et toi, tu es en train de mener de front d'autres combats sur d'autres aspects de l'entreprise et tu n'as pas envie de parler de marketing en vrai. Tu es juste en train de survivre et d'essayer de résoudre des problématiques externes. Et donc, du coup, c'est vraiment intéressant comme posture pour moi. Et au fur et à mesure où on développe l'agence de marketing, c'est ce que j'essaie de vraiment comprendre, c'est comment adopter une posture où il faut absolument qu'on atteigne nos objectifs parce tu m'as communiqué les objectifs chiffrés qu'on veut aller chercher. Et en même temps, je dois avoir cette casquette aussi humaine pour comprendre ta réalité en tant que dirigeante. C'est ça. Alors, c'est vrai que moi, cet équilibre aujourd'hui que je tiens à, je sais pas si on va stabiliser, mais en tout cas harmoniser, on va dire ça comme ça, c'est vraiment ce parallèle entre la croissance économique et la qualité pédagogique. Parce que ça, c'est vraiment pour moi, quand on a cherché quelles sont les valeurs d'IRISA, la première chose qui, qui est parue avec mes 4 associés, c'est l'excellence. L'excellence, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon ADN, je pense, dans toutes les parties de mon corps. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Quand on fait quelque chose, on le fait bien. Ça, c'est ma mère qui me l'a toujours répété. Si tu y vas pour le meilleur. Et rien que pour le meilleur. On n'y va pas pour être premier, deuxième, on y va pour être premier. On n'y va pas pour faire à peu près bien, on y va pour gagner. Encore une fois, le sport qui revient, n'est-ce pas? Et moi, dans tout ce que j'ai fait, que ce soit mes études, que ce soit l'entrepreneuriat, moi, je veux proposer l'excellence. En tous les cas, je mets tout en œuvre pour proposer l'excellence. Et donc, du coup, effectivement, la croissance économique, parfois, déstabilise cette notion d'excellence parce que si tu es focus sur l'avenir, parfois, tu oublies le présent. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, moi, l'enjeu, c'est de pouvoir, moi, rester plus sur l'avenir et faire en sorte que j'ai quelqu'un qui reste sur le présent et qui me garantisse qu'on garde cette exigence d'excellence. C'est vraiment très important pour moi. Donc, ça, c'est un recrutement en cours, hein, si toutefois il y a Oui, des oui, personnes. c'est ça. Si quelqu'un se reconnaît de ce profil-là, n'hésitez pas à envoyer votre candidature. Hein, voilà. Hein? Faudra Donc, m'envoyer une commission sur le salaire que vous allez toucher. mais c'est vrai que je suis très pointilleuse sur ça parce que, pareil,
Qu'est-ce qu'on entend par excellence? On a c'est une définition de l'excellence. Et l'excellence de Mel, c'est pas forcément l'excellence de tout et chacun. Ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai vu hein, quand je faisais des recrutements l'an dernier, puisqu'on avait un poste disponible au niveau du coworking, comment c'est difficile d'avoir. Pourtant, ça, c'est un poste plus ou moins euh, enfin, simple. Enfin, simple. Pas simple, mais enfin, en tous les cas, avec moins d'enjeux. Et pour autant, ah ben, j'en ai vu des personnes défiler parce que il y avait énormément de candidatures, mais pas des candidatures qui correspondaient à l'image que je voulais donner de l'entreprise. Donc ça, c'est avoir des profils qualifiés ne suffit pas, en mon sens. C'est aussi avoir des personnes qui partagent des, les mêmes valeurs, avoir des personnes qui comprennent la vision. On n'est pas obligé de, d'avoir compris dès le début, mais il faut me démontrer que, en tous les cas, on sera amène à comprendre cette vision. Parce que clairement, pour moi, Irisa, nous sommes qu'au début de l'aventure. Il y a encore de très belles choses à développer. Euh, et il y a encore beaucoup de choses à faire, même si beaucoup de choses sont déjà faites. Yeah, that's beautiful. Et c'est vraiment ça, en fait, dans le recrutement, je trouve que c'est un des challenges, en fait, quand tu deviens chef d'entreprise, ben, tu vas devoir apprendre à faire du recrutement. Et c'est pas forcément quelque chose qui est inné et le CV ne suffit pas. Je me souviens cette période-là, quand tu étais en plein recrutement, on en discutait, tu étais au bout de ta vie, tu étais désespéré, tu te disais, mais comment je vais faire? Et au final, c'est un peu ces différents rôles qu'on doit apprendre à adopter. Bien sûr, il y a toujours la solution de passer par une boîte, ressources humaines, recrutement externe, etc. Mais toi aussi, je pense que ça t'a servi vraiment dans ton expérience d'apprendre à lire entre les lignes sur les CV, les lettres de motivation, mener des entretiens. La rapidité aussi, c'est quelque chose qui a été important pour toi. Je me souviens par rapport à cette expérience de recrutement. Donc, tous ces facteurs-là, c'est encore des expériences qui te permettent de monter en compétences et d'avoir cette maîtrise en fait sur ton rôle. Et j'ai vraiment hâte de voir comment ton prochain recrutement va se passer. Je pense que tu vas pouvoir l'aborder avec plus de sérénité. Beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de préparation. Je crois que le tout dernier était quand même bien préparé, fiche de poste, partage des valeurs, process de recrutement. J'avais quand même beaucoup de choses déjà établies puisque j'avais gagné un peu en compétences en termes de management. Mais là, c'est un poste qui a beaucoup plus d'enjeux. Donc, forcément, je vais y accorder encore plus de temps. Encore plus de temps. C'est vraiment quelque chose que j'envisage dans les 6 prochains mois et non pas en one shot. Parce que le one shot, très souvent, ben, il y a des déconvenus. Moi, je préfère prendre mon temps, réellement. Donc, ça, c'est quelque chose que si c'est Flo, j'aime prendre mon temps. Et le temps aussi, hein, me prouve que j'ai raison de fonctionner comme ça. Parce que je suis quelqu'un de, même si je suis très intrépide, mais les années m'ont poussé à me temporiser sur certaines choses qui doivent l'être. Et moi, je sais que quand j'estime qu'il faut prendre le temps, eh ben, je le prends. Parfois, ben, personne ne comprend pourquoi je ralentis sur un sujet, mais je fonctionne aussi beaucoup à l'instant et mon instinct ne me trahit pas parce que j'ai vécu quelques situations assez compliquées. C'est clairement ma patience qui m'a fait gagner face à cette situation. Et j'étais hyper fière de moi parce que si j'avais écouté un peu certains avis, très bienveillants, attention, hein, mais il fallait que je passe à l'action. Et à chaque fois, je me disais, non, c'est pas le bon moment. Non, faut patienter. Je fais confiance à l'univers. En temps et en heure, les choses vont se décanter. Je sais pas pourquoi il faut que je ralentisse, mais il faut que je ralentisse. Et je crois il y a cette notion d'intuition, de se faire confiance qui est aussi primordiale parce qu'on aura beau avoir les meilleurs conseils du monde, mais les décisions, il faut qu'on soit en accord avec. Et donc, par exemple, pour ce nouveau passage de responsable pédagogique, pareil, je crois que je rencontre quelqu'un qui est bon en formation. Tu peux être ma responsable pédagogique? Non, mais toi, franchement, j'aurais aimé qu'il y ait une possibilité d'entendre ce qui se passe dans ta tête quand tu Ouais. rencontres les gens, parce qu'il y a toujours un plan, en fait.
bon, ben peut-être que je peux l'inviter au Focus Expert. Peut-être que ça peut être le Made in Guada. Peut-être que je peux l'embaucher. Peut-être que ça peut être, je sais pas quoi. En fait, c'est tellement marrant. Mais je pense que maintenant, comme je te connais très bien, j'arrive à imaginer ce qui se passe dans ta tête à des moments clés. Il y a que mon entourage qui peuvent comprendre parce que, mais si elles le savent, elles me disent, toi, t'as déjà un plan dans la tête. Parce que je crois que enfin, vous avez appris à reconnaître cette petite lueur qui est dans mes yeux. Mais en fait, c'est bon, très souvent. En fait, mon cerveau est habitué euh, à penser business, à penser opportunité, à penser, voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que très souvent, quand je rencontre des gens, pas tout le monde, hein, pas toutes les situations, bien entendu. Bien sûr. En tous les cas, en situation professionnelle, quand je rencontre des gens, je me dis, regarde ça, je sais pas pour faire quoi, mais On sait jamais. Maintenant, Maëlle, Félixon, Madame Félixon, j'aurais aimé qu'on parle de notre collaboration, puisque toi et moi, on travaille ensemble officiellement depuis, ça fait combien de mois là? 8 plus 6, 9 mois? un petit peu plus. 9 Ouais, mois? ah, c'est sûr. Ouais, donc voilà, on est à presque 8 mois, 9 mois de collaboration. Donc, tu es une de mes clientes préférées, sinon la préférée, dans mon agence de marketing. Et j'aurais aimé qu'on discute un peu de comment ça se passe de travailler avec l'agence, puisque c'est pas vraiment une nouvelle agence, parce que je faisais ça avant, c'était ma première entreprise, c'était une agence de marketing. Mais c'est reparti depuis l'année dernière et c'est en grande partie grâce à toi. Donc j'aurais aimé, je t'autorise à dévoiler l'histoire sur comment j'ai décidé de relancer cette agence de marketing. Alors, je suis très fière de dire que c'est vraiment grâce à moi parce que ça faisait des mois que je disais à Flo que j'aurais aimé qu'elle soit mon agence de marketing parce que j'avais une ancienne agence, je n'obtenais pas les résultats que je voulais et je n'arrivais pas à partager exactement la vision que je voulais. Je pense qu'ils ont fait de leur max, mais le fait est que je n'y arrivais pas. En tous les cas, c'était pas suffisant. Au démarrage, c'était très bien, vraiment très bien. Et d'ailleurs, c'est eux qui m'ont plongé dans l'univers d'agence marketing, etc. Mais une fois que le très bien était en place, ben, on n'arrivait pas à passer à l'étape supérieure. Et donc, j'avais déjà payé Flo. Attention, c'est mon amie, hein, c'est l'une de mes meilleures amies, mais je la paye. Notez bien que je la paye. Très Donc, important pour les gens qui demandent des choses gratuites là. non, j'avais déjà payé Flo pour un audit marketing. Donc, elle me disait dans l'audit, il faut faire ça, 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 ça. Et puis là, j'étais là, mais attends, comment je vais faire en sorte que l'agence marketing fasse exactement ce qu'elle me raconte? Donc, j'essaie de leur expliquer comment y aller, mais le truc est inaudible. Forcément, ils sont pas flous. Ils comprennent pas. Enfin, bon, bref. Moi, je ne sais pas traduire. Je n'ai pas le temps de traduire. Je ne sais pas traduire. Je suis agacée par la situation. Et là, je dis à Flo, bon, écoute, moi, je vais arrêter. De toute façon, je perds de l'argent. Je n'arrive pas au résultat que je veux. Donc, je vais arrêter avec l'agence marketing parce que là, je piétine. Je n'arrive pas à passer à l'étape suivante parce que c'était le moment où il fallait passer à l'étape suivante. Et là, je commence à lui répéter tout le temps, pour l'agence marketing. La fille me dit, non, elle n'a pas que ça à faire. C'est pas ce que j'ai dit. Non, grosso modo, c'est ce que tu as dit. C'est pas ce que tu as dit, mais grosso modo, c'est ce que tu as dit. Grosso modo, j'ai dit que je fais des Non. raccourcis. Je fais des raccourcis dans les discussions. C'est grosso modo ce qu'elle a dit. Et Il donc, faut raconter la vraie histoire. Moi, je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé vraiment de mon côté. Maintenant, tu vas peut-être mieux comprendre. mais j'ai Euh, toujours tout compris. tu sais. Mais on va expliquer les choses pour le contexte. Mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, c'était en tant qu'agence de marketing. C'était moi toute seule, puis moi et une assistante avec qui je travaillais. Et ça s'était très bien passé. J'avais eu des clients, des gros clients tout de suite, des hôtels 4 étoiles. Je suis passée au ministère du Tourisme du Ghana. Je travaillais sur leur campagne de The Year of Return. Les choses ont accéléré très rapidement.
Par la suite, je suis devenue assistante marketing pour des personnes d'influence aux États-Unis. Donc là, c'était pas vraiment agent de marketing, mais c'était tout comme, parce que je m'occupais de tout leur marketing, en fait, de A à Z pour $10 de l'heure. N'oublions pas ce passage critique de ma vie. Mais c'est là que j'ai tout appris pour vraiment développer mes compétences encore plus. Et je vous rappelle aussi que je n'ai pas étudié le marketing de façon formelle. Je ne suis jamais allée à l'université pour du marketing. J'ai tout appris sur le terrain en pratique. Donc, le marketing, c'était vraiment mon début. Mais par la suite, j'ai monté une entreprise avec une associée qui était basée sur le principe d'accompagnement et de formation. On aidait et on accompagnait les chefs d'entreprise à se former sur tous les aspects du business, dont le marketing. Donc, j'avais des modules de formation marketing, je faisais du coaching en marketing, je faisais plein de choses comme ça. Et donc, le principe, c'était, on veut donner aux gens les outils pour qu'ils puissent faire eux-mêmes. Et moi, j'étais tellement coincée dans mon idée qu'il faut qu'ils apprennent à faire eux-mêmes, que moi, ma vision pour Maëlle, c'était, il faut qu'elle ait une équipe marketing interne et que ça se passe comme ça, etc. Donc, moi, je ne voulais pas. Et l'autre chose aussi qui était aussi difficile pour moi, c'est que j'avais peur de mêler amitié et travail. Surtout en tant qu'agence de marketing, ta responsabilité, frère, elle est hyper importante. Tu es responsable de faire rentrer l'argent. On te paye. Merci beaucoup pour le virement que j'ai reçu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et c'est facture, virement, facture, virement, voilà. Mais derrière, les résultats, frère. Et donc, c'est cette pression-là parce que c'est mon amie et que je veux qu'elle réussisse. Et je me dis, mais et si j'y arrive pas ou que je fais un travail pathétique, qu'est-ce qu'on va faire? Et je veux pas que ça gâche notre amitié et je veux pas que ça ait un impact négatif sur ta boîte. En fait, j'avais vraiment peur. J'avais peur de prendre cette responsabilité-là. Et aussi, j'étais dans une période entre 2023 et 2024 où j'étais en plein questionnement. J'avais vécu des choses difficiles dans une de mes entreprises. J'avais des doutes sur mes capacités. Je m'étais fait avoir sur certains aspects, donc je me sentais nulle. J'avais vraiment un manque de confiance en moi, en fait, où je me disais, mais non, absolument pas. Tu veux me payer moi pour que je m'occupe de ton business et que je fasse entrer l'argent? Mais est-ce que je sais toujours faire ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je sais faire ça. Et si j'y arrive pas? Et qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, bien sûr, je n'ai pas dit tout ça, mais elle me connaît, donc elle sait lire entre les lignes. Et finalement, un jour, j'ai dit, OK, c'est bon, on y va. Et vraiment, le truc, c'est que je n'ai jamais douté parce que il n'y avait pas meilleure personne que toi pour comprendre ma vision, pour comprendre cette notion d'excellence, pour avoir autant d'anières que moi alors que ce n'est pas ton business. Il y avait pas, et il y a toujours pas meilleure personne que toi pour cet aspect-là. Yes, baby. Il y a personne d'autre qui peut le faire avec autant d'intensité que toi. Parce que je sais que la vision d'amitié qu'on a, c'est de vivre notre meilleure life. Et pour ça, il faut que nos entreprises croient. Et ben, donc, pour dire, ouais, on va se donner les moyens. Et pareil, mais je savais très bien aussi les enjeux en termes d'amitié, mais j'avais totalement confiance en la professionnelle que tu es, parce que je t'avais déjà payé pour ton expertise, j'avais déjà vu le sérieux que tu y mettais, et donc pas de doute, parce qu'il y avait déjà des choses qui avaient été mises en place, donc c'était finalement une continuité. Maintenant, ça a donné un nouveau souffle à Ereza. On voit de manière très palpable les résultats. Aujourd'hui, toutes les formations qu'on a atteignent leur objectif, ou presque. On a peut-être encore quelques produits, ou il y a encore des choses à mettre en place, mais en tous les cas, les formations les plus importantes atteignent leur objectif. Alors, effectivement, marketing sans qualité, ça fonctionne pas. Donc, c'est parce qu'on a l'aspect marketing qualitatif, mais également l'aspect formation qualitative. Parce que si on vous dit, OK, j'ai compris ce que Maëlle a dit, il faut engager une agence marketing, et puis vous travaillez pas sur le produit ou le service que vous allez rendre, c'est nul. Parce que le marketing,
ne vous inquiétez pas, hein, quand les gens vont revoir la pub, ils vont dire, ah non, mais en vérité, c'est un centre de formation qui est nul, on vous vend du rêve, etc. Des avis négatifs, les gens ne vont pas se priver d'en avoir. Donc, il faut vraiment, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de allier tout, euh, avoir un gros impact en termes de communication marketing, mais aussi continuer à travailler sur le produit ou le service que vous allez rendre parce que l'un ne va pas sans l'autre. Clairement. Et c'est vraiment ça notre job aujourd'hui ensemble. C'est-à-dire que, effectivement, je te fais confiance et je fais aussi confiance à tes équipes au niveau marketing. On travaille ensemble la vision des objectifs. Donc, une fois par semaine, on a une réunion d'un peu plus d'une heure sur le travail. Ensuite, on a un groupe où on continue durant la semaine à travailler, etc., sur les choses d'appoint à faire entre chaque réunion. Donc, il y a beaucoup de travail, hein. Le marketing représente aujourd'hui à peu près, je pense, facilement 10 heures d'application dans mon agenda, je pense, hein, grosso modo, à peu près 10 heures d'application dans mon agenda de la semaine. Mais parce que Iresa est en train de croître, OK? Iresa est clairement en train de croître, donc c'est forcément le marketing croît en même temps que la croissance de l'entreprise. Et peut-être qu'il y aura un moment où on pourra décroître un petit peu sur l'intensité du marketing, mais là aujourd'hui on est en plein dedans parce que clairement on est en train d'obtenir les fruits de notre travail. Donc c'est ça, investir au bon moment, investir sur les bonnes choses, investir avec les bonnes personnes. Prenez le temps, encore une fois, hein, prendre le temps du recrutement. Je lui ai pas dit tout de suite que je voulais qu'elle soit dans l'agence. C'est parce que j'ai expérimenté aussi ce qu'elle était capable de faire en prenant des prestations, en regardant comment elle analysait les choses, en l'écoutant beaucoup. Donc, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, OK, non, en fait, non, je ne vais pas chercher une énième agence. Je ne veux pas. Je sais déjà qui est ma personne. On y va. Donc, ce temps-là est super important parce que peut-être que l'entente qu'on a ensemble ne sera peut-être pas l'entente que tu auras avec une autre personne parce que c'est vrai que Flo, c'est une machine. Il faut la suivre. Il faut être prêt. Quand elle te dit que le bon action, c'est ça, le bon action, c'est ça. Des fois, je dis, alors, en réalité, je croyais être la CEO. Il y a la CEO de la CEO. C'est ça. Non, mais des fois, tu es CEO, mais moi, je suis CMO, tu vois, Chief Marketing Officer. Donc, quand je viens et je te dis, on doit faire ça, mais justement, j'aimerais bien qu'on parle un peu du côté vraiment stratégique et des choses qu'on a pu mettre en place pour ta structure. Une des problématiques que j'ai rencontrées quand j'ai commencé avec Iresa, c'est qu'il fallait remplir les formations. Et Maëlle a un business qui est complexe où on va pas juste vendre un produit, on va vendre des produits. Chaque mois, elle va avoir 1, 2, 3, 4, peut-être même des fois 5 formations, événements qu'on va remplir. Et on évolue sur un petit marché qui est très concurrentiel, notamment en Guadeloupe où il y a énormément de centres de formation. Et donc, le challenge qu'elle m'a donné en arrivant, c'est OK, moi, je veux qu'on fasse cette formation-là tous les mois. Je veux qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Et tout doit avoir un minimum de temps d'apprenant pour chaque formation. Et donc, moi, j'arrive et j'analyse un peu ce qui a déjà été fait par le passé. Je vois qu'il y a une stratégie qui est pas mal, la stratégie de publicité qui est intéressante, qui ramène des résultats sur certains aspects. Mais le gros problème qu'on a rencontré, c'est le coût de cette stratégie. Non seulement l'agence est payée, mais en plus de ça, il faut investir des montants importants en publicité Facebook, alors qu'on est sur une petite entreprise où la trésorerie ne peut pas permettre des montants exorbitants en publicité. Donc, en fait, moi, comme j'ai l'expérience d'une entreprise sans financement, toutes mes stratégies sont toujours basées sur comment est-ce qu'on fait pour rentabiliser chaque euro qu'on va dépenser. Toutes les entreprises que j'ai montées, j'ai pas eu de financement externe. J'ai dû faire de l'autofinancement. Donc, si j'avais 100 euros que j'investissais en pub, il faut que la pub me ramène un bon paquet d'argent en retour. Sinon, ça va être la catastrophe, en fait, pour ma trésorerie. Et donc, c'est comme ça que j'aborde les choses avec chaque client qui soit bien avec parce que Maëlle, je vais me permettre de le dire, Maëlle génère plus de 6 chiffres annuels. Plusieurs 6 chiffres annuels, OK? Donc, she got money, mais
N'empêche, on fait attention en fait parce que la trésorerie doit être utilisée sur d'autres aspects de l'entreprise. Elle a son équipe. On sait comment ça coûte cher d'employer quelqu'un en France. Elle doit se payer son salaire elle-même. Elle a des frais, elle a un local physique avec des loyers qui sont importants. Donc, il faut faire super attention en fait à comment on utilise la trésorerie dans l'entreprise. Donc, elle a son budget publicitaire et je vois que l'annonce précédente l'utilise et ça a l'air intéressant, ça ramène des résultats. Mais ça coûte cher en fait. On va être sur des montants à plus de 3 euros, 4 euros, des fois ça monte à 5 euros et plus pour obtenir un prospect. Et derrière, on a dépensé 5 euros, mais elle va appeler le prospect et elle se rend compte que c'est pas forcément quelqu'un qui est qualifié et qui va acheter la formation tout de suite. Donc, c'est vraiment la problématique qu'on a rencontrée au départ. Et donc, il fallait trouver d'autres façons d'attirer des personnes qui seraient intéressées par la formation des façons qui coûtent moins cher. Est-ce que tu veux nous raconter un peu qu'est-ce qu'on a fait? Non, on va pas tout dire, on va pas tout dire. Raconte-nous ce que tu veux raconter et qu'est-ce que tu as apprécié dans mon approche. Alors, moi, ce que j'apprécie, c'est vraiment ton analyse financière en parallèle de l'analyse marketing. Et ça, effectivement, juste avant, je ne l'avais pas de manière suffisamment poussée. C'est-à-dire que l'ancienne agence m'encourageait à augmenter les budgets de publicité. Il faut augmenter les budgets. Donc, en fait, grosso modo, je nourris Facebook, Instagram. Je me dis, mais à un moment, je dis tout le temps, mais en fait, je travaille pas pour Facebook et Instagram. Je travaille pas pour nourrir Facebook et Instagram, en fait. Et j'étais vraiment heurtée à cette problématique parce que pour eux, la seule et unique solution était d'augmenter le budget publicité. Aujourd'hui, on est exactement sur le même budget publicité avec des résultats, j'allais dire 5 fois, mais je crois pas que ce soit 5 fois. Je crois que c'est 10, plus de 10 fois plus élevé, grosso modo. Et aujourd'hui, on est en capacité sur, non, mais c'est vrai, 10 fois plus élevé sur la formation création d'entreprise, quasiment 10 fois plus élevé sur la formation de formateur. Aujourd'hui, on est en capacité de remplir sur 3 mois. En fait, on a déjà 3 mois d'avance, sachant qu'il y a des formations qui sont répétitives chaque mois. Donc, ça veut dire que chaque mois, on doit avoir une stratégie d'acquisition. Mais grâce aux nouvelles stratégies qu'on a, on a quasiment à faire des acquisitions tous les 3 mois. Donc, ça, c'est vraiment chouette parce qu'on n'est pas tout le temps en train de chercher des prospects. La stratégie et la vision est totalement différente. L'approche est totalement différente. On réfléchit vraiment sur rapport qualité-prix et non pas sur il faut dépenser pour en avoir plus. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je n'avais vu nulle part ailleurs. Vraiment, très honnêtement. J'étais pas totalement convaincue au début. J'étais là, ouais, mais pourquoi on va faire ça? Mais ouais, non, mais non. Et puis, elle m'a dit, fais-moi confiance. Donc, tu vois, au début, c'était moi qui lui disais, fais-moi confiance, tu peux être mon agence marketing. Et là, une fois qu'elle est devenue mon agence marketing, elle m'a dit, fais-moi confiance, on va faire ça de cette manière. Voici le plan d'action. Donc, on a commencé sur un plan d'action, ça fonctionnait. Bien entendu, comme Flo, c'est un TGV. Donc, une fois que le premier coup de plan d'action a fonctionné, elle m'a dit, on recommence le plan d'action. Et j'étais là, my goodness. Il y a le repos, c'est comment, c'est quand. Sachant que je suis pas la fille flemmarde, hein, mais le niveau d'application que ça demande, c'est un investissement. C'est-à-dire qu'il y a l'investissement financier, mais il y a aussi l'investissement mental que ça représente. Et c'est vrai que tous les challenges ont été relevés avec brio. Je suis pleinement satisfaite. Je vois les fruits concrètement au sein de mon centre de formation. Aujourd'hui, je comprends encore mieux le marketing, même si je ne veux absolument pas exercer cette fonction et que je ne peux absolument pas exercer cette fonction parce qu'elle a encore essayé de me soudoyer. Hein. Elle a encore essayé. Je lui ai dit non, et non, je vais pas faire ça. Toi et moi, qu'est-ce que tu m'as dit, toi et moi, jusqu'à la gare? Jusqu'à la gare. Je lui ai dit non, je ne vais pas devenir responsable marketing. OK. Parce qu'elle a encore essayé récemment, là. Je lui ai dit non, je suis désolée.
Non, c'est il y a quelques mois. C'était il y a 3 mois. Et je dis non, on va pas faire ça, on arrête. C'est très bien notre fonctionnement parce que moi, j'ai besoin de d'être proactive aussi sur mon business. Je peux pas endosser cette fonction que je ne maîtrise pas totalement. C'est-à-dire que je comprends, d'accord? Je comprends, mais aujourd'hui, je ne suis pas responsable marketing, bien que responsable de communication. Donc, moi, j'ai la vision de la communication, mais la communication, c'est pas le marketing. Le marketing, c'est pas la communication. Donc, moi, je suis très bonne en communication. Je suis une excellente communicante. Je sais très bien mettre en place des projets, etc. Ça, il n'y a pas de souci, mais une stratégie marketing, c'est pas la même chose. En plus, ce que j'ai appris en marketing au début, lors de ma licence, n'a rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui en marketing. Donc ça, c'est une vraie problématique pour moi. Et je n'ai pas la volonté non plus, en étant totalement honnête, de devoir tout gérer parce que, encore une fois, moi, il faut vraiment que je sois la personne à 360 qui soit en capacité d'être proactive sur l'univers de la formation, savoir quelle nouvelle formation qu'on va lancer, savoir comment on va la lancer, savoir quel financement aller chercher, voir comment on va scaler l'entreprise, voir le recrutement. Enfin, on ne peut pas tout faire et il ne faut pas tout faire. D'accord? Au-delà de on ne peut pas tout faire, il ne faut pas tout faire parce que j'en ai payé le prix récemment. La santé aussi, parce que oui, je gagne aussi en âge. Je suis maman de deux petites filles. Je suis conjointe également, je suis aidante de mon père, je suis fille et sœur, et tati, etc., etc. Et je veux aussi avoir de la disponibilité pour mon entourage. Donc, mon état de santé m'a bien fait comprendre que on ne peut pas tout faire. Et, et, euh, et ça, c'est quelque chose que je savais déjà, mais dans les boulimies de la vie et de la vie entrepreneuriale, parfois, on a vite fait de se laisser dépasser par cette réalité. Et je vous encourage vraiment, en tous les cas, vous qui écoutez ce podcast, de faire attention à cette notion et de vous préserver et de déléguer. Aujourd'hui, on est pleinement dans ça. On est à la fois sur l'aspect confiance, mais aussi sur l'aspect délégation. Et quand, effectivement, j'ai pas été bien ces derniers jours au niveau de ma santé, Flo a pu me dire, t'inquiète, je sais déjà parce qu'on avait suffisamment travaillé la vision, le plan d'action, etc. en amont les derniers mois. Elle m'a dit, je sais déjà ce qu'il y a à faire, t'inquiète, repose-toi. Et ça, j'ai un peu de frisson en disant ça parce que j'étais vraiment pas bien physiquement. Et ça fait du bien de savoir que le travail qu'on a fait en amont permet que je sois une semaine en off parce que ma santé ne suit pas, permet que je puisse être sereine quand même sur les résultats qualitatifs et quantitatifs qu'on doit atteindre. Donc, prenez le temps de bien faire les choses pour justement avoir cette possibilité de reculer ou de ne pas être présent quand c'est nécessaire. J'adore ce que tu dis et je tiens à préciser que pendant ta semaine off, qui était la semaine de carnaval, donc tu étais off et c'était carnaval, on a quand même fait des ventes sur un nouveau produit. Donc vraiment, sur un nouveau produit. Donc là, j'étais vraiment très contente et c'est ce qui est intéressant et c'est pour ça que moi, j'insiste vraiment pour travailler. Tout à l'heure, tu as parlé du type d'entreprise, peut-être que ça va pas forcément être bien avec certaines entreprises, mais moi, je sélectionne vraiment les personnes avec qui je travaille parce qu'on travaille de façon très proche avec les fondateurs des entreprises parce que c'est votre vision qui détermine où est-ce qu'on veut aller. Donc, je peux pas travailler avec un fondateur avec qui le feeling ne passe pas déjà. Mais en deuxième lieu, on travaille sur une stratégie long terme en fait. Moi, je veux pas des prestations juste ponctuelles où je viens, je te fais ton site web. Par exemple, j'ai déjà refusé des prestations de site web parce que je savais qu'il n'y avait pas quoi que ce soit derrière en fait qui me permettait de continuer à construire avec l'entreprise, le développement futur. Et c'est ce que j'apprécie vraiment avec mon travail avec Iresa, c'est qu'aujourd'hui, on va bientôt pouvoir célébrer nos 1 an de collaboration ensemble et on commence à trouver des choses, des façons de fonctionner, on arrive à affiner les stratégies, à mettre en place des systèmes, etc. Ça me permet aussi
Je peux commencer à déléguer beaucoup plus de choses à mes équipes pour qu'elles puissent bien gérer parce qu'on sait comment ça fonctionne. Surtout que moi, au début, j'étais en mode je délègue rien à personne. Je pense pendant les premiers 5 mois de notre collaboration, j'étais en mode je fais tout moi-même, même si c'était lourd de ouf, parce que je faisais vraiment... Ouais, il fallait que je comprenne, il fallait que je maîtrise totalement ton business, en fait. Donc, aujourd'hui, maintenant que je suis beaucoup plus à l'aise, je commence à faire mes équipes s'en occuper, etc. Et donc, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des entreprises avec qui on peut collaborer sur le long terme, avec qui on devient des véritables partenaires, en fait, dans le développement de la boîte et pas juste quelqu'un qui vient en prestation ponctuelle. Ça m'intéresse pas, parce que moi, en fait, je suis hyper impliquée dans le succès de mes clients. Je suis plus passionnée que des fois même. Genre, c'est comme si c'était ma boîte, alors que c'est pas ma boîte. Au final, c'est pas moi qui vais toucher les dividendes, tu vois. Mais je suis hyper impliquée parce que j'ai vraiment envie de voir cette réussite. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai complètement basculé. Je fais encore de l'accompagnement, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est de faire avec et de faire pour, plutôt que de juste accompagner, parce que ça me permet d'exprimer vraiment ma passion pour les entreprises. Finalement, les résultats aussi, je pense, parce que c'est ce qui est beau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un plan d'action, on peut mesurer quel est l'impact du plan d'action. Mais moi, au niveau marketing, aujourd'hui, j'ai encore envie d'aller plus loin parce que aujourd'hui, je suis rassurée sur l'impact que peut avoir le marketing. Mais si je n'obtenais pas de résultats, j'aurais certainement stagné sur les stratégies à développer pour faire du Risa vraiment une référence hors pair au-delà des frontières de la Guadeloupe. Donc, j'ai compris, j'analyse, j'apprends aussi à tes côtés et on grandit ensemble dans le process. Et pour ça, il faut être patient aussi parce qu'effectivement, l'équilibre ne se trouve pas tout de suite. Et encore une fois, cette notion de patience revient. J'ai l'impression d'en avoir beaucoup parlé cette fois-ci parce que effectivement, l'équilibre n'arrive pas tout de suite. Si dès le premier mois, on cherche du résultat, mais parfois, on peut se dire, oh, OK, en fait, j'ai pris une agence marketing, mais regarde, ça fait un mois que je dépense plus de 1 000 € et finalement, j'ai pas de résultat. Non, peut-être que le premier mois, tu n'auras pas de résultat, mais que le deuxième et le troisième mois seront les meilleurs mois. Dieu merci, nous, on n'était pas dans ça. Dieu merci, on n'était pas dans ça. C'est vrai que, non, Dieu merci, quand même, bon, on partait pas de zéro non plus, ça. C'est clair, c'est clair. Voilà. C'est clair. Donc, c'est vrai que ça, on n'est pas sur exactement la même configuration que la personne qui part de zéro et qui doit tout construire. Moi, j'avais déjà quand même beaucoup de process qui étaient déjà mis en place, une base de données, etc. Donc, effectivement, là, c'était une continuité optimisée. Donc, voilà, c'était une continuité optimisée. Et donc, c'est vrai que du coup, j'ai eu la chance de pouvoir avoir très rapidement les résultats de cet investissement. N'oubliez pas, le marketing, ça reste un investissement, en fait. Ça reste un investissement. On parie sur une stratégie qu'on espère gagnante et on met tout en œuvre pour que cette stratégie soit gagnante. Donc, il faut de l'implication. Donc, il ne faudra pas bégayer quand je vais vous envoyer le devis. Rappelez-vous que Maëlle a dit qu'elle fait du x10. Voilà. Depuis que je suis rentrée dans la vie du marketing d'Iresa, elle fait du x10. Elle a des résultats. Donc, il ne faut pas bégayer quand vous recevez le devis. Très peu de personnes à qui j'envoie des devis bégayent. Ils savent. Mais, non, mais moi, je pense que tu attireras forcément des personnes aussi qualitatives que ton expertise. Enfin, je me dis que si tu as pas les moyens d'investir, c'est peut-être pas le bon moment pour développer la stratégie marketing. Donc, il faut être OK avec ça. Après, je sais que il y a des agences qui acceptent d'accompagner à un moment. Donc, un moment à petit budget, puis ensuite de croître le budget. En fait, il y a de tout dans ça aussi. Il s'agit aussi de négociation. Il s'agit aussi de voir quels sont les profils, etc. Mais en tous les cas, soyez honnête avec votre agence de marketing. Soyez honnête sur vos chiffres. Soyez honnête sur votre vision parce que c'est ce qui paye. C'est ce qui paye, c'est la transparence.
sans transparence, c'est compliqué, on navigue un peu comme ci, comme ça. Et surtout, il faut une application. Encore une fois, on se débarrasse pas de la stratégie marketing, on délègue la stratégie marketing. Aujourd'hui, je suis pleinement impliquée dans la stratégie marketing, à tel point que Flo me dit parfois, non, mais je sais hein, que tu allais regarder les résultats. Ah oui, parce que moi, je traque, là. Moi, je regarde. Des fois, elle m'envoie des messages d'alerte. Pourquoi on a un coût d'acquisition aussi élevé? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais laisse-moi respirer, je viens de lancer la pub. Donne-moi quelques minutes. Parce qu'en fait, c'est parce que je comprends aussi mieux les choses qu'aujourd'hui, je suis VIP. Mais je me dis, mais attends, le truc est à 9 euros. Il se passe quoi? Et voilà, donc, non, non, c'est vraiment un pur plaisir, beaucoup d'apprentissage. J'ai hâte de franchir les autres étapes, ce qui arrive, parce qu'il y a vraiment de très, très, très belles choses qui arrivent au niveau des réalisateurs. Un développement d'activité qui est permanent. Il y a des fois où je panique, je dis, OK, en fait, là, toutes les choses auxquelles j'aspirais, vous voyez, cette vision que j'ai travaillée pendant autant d'années, ben, en train de se concrétiser réellement. J'ai eu une réunion avec mes associés il y a 2 semaines et, euh, et voilà, on a pu ensemble échanger sur toutes ces réussites et se féliciter du parcours. Parce qu'effectivement, c'était pas donné en fait. Les premières années, on en a ri d'ailleurs lors de notre réunion, les premières années, ouais, on se disait, mais qu'est-ce qu'on allait foutre, quoi? Enfin, pourquoi on allait soulever des fonds? Il y a un truc à rembourser, et puis un loyer, et puis les salariés, et j'arrêtais pas de dire, je sais pas comment on va s'en sortir, mais on va s'en sortir. Et donc, en fait, c'est vraiment cette détermination, cette confiance, cette foi, cette vision qui fait que jamais, au plus grand jamais, je suis restée en down très longtemps. Je suis allée dans les downs. Je vous ai pas dit que je n'ai pas été en down, mais jamais très longtemps. Jamais très longtemps. D'ailleurs, c'est marrant parce que je dis vague, mais ça me fait penser à un truc. À mon conjoint, Thierry, je pense qu'il doit me prendre pour une folle parfois parce que euh, je me souviens, il y a 3 ans, il y a 2 ans, j'ai dit à Thierry, c'est beau, j'arrête. Oui, mais moi, je me souviens. Moi, je me souviens de cette période-là. Ça a duré environ une semaine. Et C'était la cata. non, c'est un petit peu moins d'une semaine, mais c'est beau. J'étais déjà en train de faire un deuil. J'étais déjà en train de dire, c'est quoi ma vie après? Qui va accepter d'être salarié, de me salarier? Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Et puis après, boum! Plan que j'avais déterminé, plan d'action, on va faire comme ça. Et en fait, ça squeeze du jour au lendemain, quoi. C'est-à-dire que j'ai été dans le down, mais il y avait comme une raison assez profonde hein, au down. Alors, c'est pas genre un manque de motivation. Il y a eu un épisode qui m'a conduit dans ça. Mais après, tout de suite, c'était OK. Il y a ça, mais voilà. Quelles sont les solutions? Comment on va faire? Comment on va rebondir? OK. Et en fait, même moi, hein, j'ai vraiment l'impression que ça a fait du up and down et qu'il n'y a même pas eu la transition du up and down, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez progressivement, c'est vraiment down et puis tout de suite après, hop, on y va, on se remet sur scène. Là, j'étais alitée en fait, hein, je ne pouvais pas marcher et, euh, et ça m'a affecté émotionnellement. Et tout de suite après, je me suis dit, OK, ben, il te faut du repos. Tu n'as pas le choix. De toute façon, tu es couché. Là, il y avait pas 10 000 solutions. Et puis, ça m'a affecté. Et puis, tout de suite après, ben, quand j'ai repensé à la vision, que j'ai repensé à là où je veux aller, et ben, hop, on y va. Et puis, aujourd'hui, j'ai une superbe équipe qui aussi est là pour me dire, on va y arriver, t'inquiète, on va s'en sortir. Enfin, c'est pas immuable ce parcours en vie. Et là, c'était tout simplement mon état émotionnel, mais parce que j'ai des consolidations solides autour de moi et avec moi, et pour moi-même d'ailleurs, ben,
Ça va durer 2 jours, quoi. L'histoire, vraiment, là où je sais qu'il y a des gens qui prennent un trimestre, une année à rester dans le down, moi, j'ai cette capacité aujourd'hui à rebondir rapidement et à ne pas rester dans des états de panique. Vraiment, et c'est une de tes capacités vraiment fortes puisque Maëlle et moi, on n'en a pas parlé aujourd'hui, on reviendra. De toute façon, je pense que tu seras une invitée régulière du podcast. Ah On oui. a fait une association avec nos amis qui s'appelle Systématique et on avait organisé une retraite justement au mois d'avril, non, au mois de mai 2024. Et c'était la première fois que je co-organisais un événement avec elle. Et c'est vrai que pendant ce moment-là, j'étais un petit peu down, j'étais encore un peu démoralisée par certains événements de ma vie professionnelle. Et j'étais tellement admirative de voir cette capacité qu'elle a à surmonter les problèmes, trouver des solutions, être dans de l'optimisme comme ça, rapidement, inventive. C'est quelque chose que je vois en moi-même souvent. Mais c'est vrai que comme dans cette période-là, j'arrivais pas à accéder à cette partie de moi. C'était vraiment pas bien, quoi. C'est vraiment hyper cool d'être un peu à l'extérieur et de voir quelqu'un d'autre avec cette attitude-là. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour toi, pour ton parcours, pour la femme que tu es, pour les valeurs que tu véhicules. Et voilà, je tiens à te dire un grand bravo pour ton parcours. Aujourd'hui, je profite de ce podcast pour te célébrer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais j'ai beaucoup de chance au-delà de ma détermination, de repérer les belles âmes qui peuvent m'accompagner. J'ai adoré notre conversation. Si tu avais un dernier mot à donner à nos nouveaux CEO qui écoutent ce podcast, qui sont en train de développer leur boîte, peut-être qui sont en train de faire des levées de fonds, de faire des prêts pour financer leurs grands projets, d'embaucher leurs premiers salariés, de continuer à développer leur structure, quel est le conseil avec lequel tu les laisserais aujourd'hui? Alors, j'espère que vous allez pas me prendre pour une illuminée, mais je vous souhaite de visualiser au maximum là où vous voulez aller. Parce que aujourd'hui, quelles que soient les situations, je visualise. Je visualise énormément, c'est-à-dire qu'au détail près, comment je vais me sentir, comment que je veux que ce soit, que je veux, quel résultat que je veux obtenir, quelle équipe que je veux avoir, etc. Je visualise énormément et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir l'instinct et de faire les bons moments et de faire les bonnes personnes qui vont m'accompagner. Donc, travailler cela, faites de la visualisation, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est se plonger dans ses aspirations les plus profondes et les plus sincères. C'est pas compliqué, il n'y a pas de tuto pour ça. C'est vous et vous-même. Donc, visualisez. Et si vous avez des capacités de dessin, dessinez. Donc, essayez de rendre visible cette visualisation. Et si vous ne l'avez pas, tout comme moi, faites un vision board qui va vous permettre justement de rendre visuel ce que vous avez dans la tête. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours rendu service. Iresa, je l'ai visualisé. J'ai créé un vision board d'Iresa. Et Iresa, ce que c'est aujourd'hui est exactement au détail près à ce que j'avais imaginé. Donc, visualise. J'aime beaucoup ce que tu dis et mais j'ai une question quand même pour challenger ce conseil. Qu'est-ce qu'on fait quand on perd le contact avec la vision? C'est pour ça que l'étape de le rendre réel, soit en dessinant, soit en ayant un vision board, est hyper importante. Parce que en moment de doute, c'est vraiment cette partie réelle qui va remotiver, en fait, rebooster. Parce qu'effectivement, il y a eu des moments où, par exemple, en anecdote vraiment toute fine, on avait visité un local qui était au 3e étage, en plein Pointe-à-Pitre. Il était magnifique, ce local. Mais quand on dit magnifique, il était lumineux, incroyable, incroyable. Et on était prêt à signer. Et je sais pas trop, j'oublie ce qui s'est passé, mais il s'est passé un truc. Et j'étais déçue. Et puis, la déception était vraiment très courte parce que je me suis dit, mais attends, jamais tu as imaginé un local au 3e étage
t'as toujours dit que ton local serait au rez-de-chaussée. Toujours, de chez toujours. Et donc, du coup, tout de suite, j'ai squeezé et je me suis dit, OK, on repart sur des recherches. Quand on a recherché, dès qu'on a vu celui-ci, je me suis dit, OK, là, on tient la vision. C'était exactement au détail près ce que j'avais prévu. Un bâtiment au rez-de-chaussée, plein pied, aucune marche, il n'y a pas une marche à franchir. Et c'était exactement ce que j'avais visualisé. Donc, le fait justement d'avoir ce tableau de visualisation, c'est ce qui m'a permis de me rebooster et d'aller à la recherche du local parfait. J'adore cette histoire. Merci pour l'anecdote. Je pense qu'on va s'arrêter là, même si je pense qu'on va avoir encore plein de choses dont on peut discuter. Ce sera l'occasion de te réinviter à nouveau parce que je pense que ta perspective de chef d'entreprise en Guadeloupe, responsable de centre de formation, peut apporter énormément de belles perspectives à nos auditeurs. Donc, on va inviter à nouveau Maëlle. Mettez-moi des commentaires si vous voulez qu'on ramène Maëlle à nouveau dans le podcast. On pourra peut-être discuter aussi de tes initiatives associatives, puisqu'il y en a plusieurs. Ce serait vraiment intéressant, notamment au niveau de l'enfance, la petite enfance, le programme que tu développes avec Jenny Moon pour l'éducation financière et entrepreneuriale des enfants. J'aimerais vraiment qu'on puisse en discuter. Donc, mettez-nous des commentaires si vous avez apprécié. Comme d'habitude, vous nous laissez vos avis. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, des commentaires, etc., des encouragements. Partagez le contenu qu'on partagera sur les réseaux sociaux, cet épisode avec Maëlle. Allez la suivre également sur les réseaux sociaux. Maëlle, je te laisse communiquer ton nom sur Instagram, sur LinkedIn également. Comme ça, notre audience pourra rester connectée avec toi. Alors, sur Instagram, vous pouvez me suivre personnellement sur Maëlle, M-A-H, j'ai un H dans mon prénom, M-A-H-E-2-L-E-F-H. Donc, Maëlle F-H sur Instagram. Et sinon, sur LinkedIn, vous pouvez me contacter en écrivant Maëlle Félix Henry, tout simplement. Et forcément, quand vous êtes sur ma page perso, vous allez faire des ricochets sur Communion associative dont on a parlé en préambule, sur ERESA dont on a parlé juste après, et aussi sur Jenny Moon et Systématique qui sont deux associations dont je suis la présidente. Yeah! Merci beaucoup, Maëlle. À la prochaine. À bientôt. Et voilà, cet épisode de Solo as CEO touche à sa fin. J'espère qu'il t'a apporté plus de clarté, des stratégies que tu pourras essayer dans ton entreprise et surtout l'envie de passer à l'action. Parce qu'on le sait, toi et moi, c'est seulement comme ça qu'on apprend. Si tu as aimé cet épisode, pense à t'abonner pour ne rien manquer pour la suite et à nous laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça va m'aider énormément à faire grandir ce podcast et à inspirer encore plus de chefs d'entreprise comme toi. Et si tu veux aller plus loin, retrouve-moi sur Instagram, sur LinkedIn ou encore dans ma newsletter Digital Flow où je partage chaque semaine des stratégies concrètes pour t'aider à scaler de façon intelligente. Le lien est dans la description de l'épisode. Et encore une fois, un grand merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. See you later, my dear!